Donc, on va pouvoir travailler sur la manière dont le service public est aussi influencé par ces questions d'intelligence artificielle qu'on a explorées ensemble à l'instant. Et avec une table ronde qui s'intitule « Quelle vision du service public à l'heure de l'IA ?» Nous allons avoir donc une table ronde qui va nous permettre d'échanger sur ces sujets-là. Et en introduction, nous avons invité Stanislas Guerini à intervenir pour nous parler de la manière dont, au niveau du ministère de la Transformation de la fonction publique, ils prennent en compte ces questions d'intelligence artificielle. Et vous le savez, il y a un certain nombre d'expérimentations qui sont également au programme et qui vont se dérouler dans les ministères, mais aussi dans certains territoires, dans le cadre des maisons France Service notamment. Monsieur le ministre était extrêmement intéressé par cette invitation, aurait souhaité se joindre à nous, mais pour des raisons d'agenda, il ne pourra pas être là. Et donc, il nous a adressé une vidéo qui reprend l'allocution qu'il se proposait de partager en réalité avec vous, mais du coup, ce sera fait à distance. Donc, ce que je vous propose, avant de démarrer cette table ronde, c'est de pouvoir entendre la parole du ministre sur ces questions, notamment d'IA au service du service public et de la transformation de la fonction publique. Donc, je vous propose de passer la vidéo dès à présent. Merci. Bonjour à toutes et tous. Je regrette tout particulièrement mon absence. Monsieur le Président et Madame la Déléguée Générale du Réseau des Interconnectés, chère Francky Trichet, chère Céline Colucci, Mesdames et Messieurs, je voulais vous adresser ces quelques mots pour ouvrir votre forum. Et vous avez fait le choix de lier la question de l'intelligence artificielle, du numérique et des services publics. Et je voulais au fond vous donner un peu ma vision de ce sujet-là, en étant, et je commence par là, convaincu que le développement de l'IA et de la nouvelle génération d'IA, l'IA générative, c'est une opportunité pour les services publics. Je dirais même que c'est une opportunité incontournable et nous serions fous de tourner le dos au numérique et plus encore à l'IA générative pour pouvoir transformer nos services publics. Je pense que cette nouvelle génération d'IA, elle doit nous aider à répondre à des attentes croissantes des usagers, sans rien sacrifier des principes fondateurs du service public. L'inclusivité, l'humanité d'une certaine façon, et la capacité à prendre en compte la diversité, parfois la complexité des situations individuelles. Je vais le dire en un mot, l'IA doit nous permettre de rendre à la machine les tâches machinales et aux humains les tâches humaines. Et même d'améliorer notre capacité à réhumaniser, c'est ça que nous demandent nos concitoyens, nos services publics. Alors je suis conscient que cette révolution anthropologique que constitue l'IA générative, elle intervient à un moment où notre constat n'est pas complètement rose. On a beaucoup dématérialisé l'accès aux services publics, avec plein de bonnes intentions pour simplifier la vie des usagers, mais on n'a pas toujours transformé en conséquence nos modes de travail et toutes les alternatives qui pouvaient être données à l'ensemble de nos concitoyens. Le résultat, c'est que les usagers se sentent de plus en plus éloignés du service public. Je pense que chacun apprécie de pouvoir faire sur son téléphone portable ce qu'il parfois devait faire avant en se déplaçant à la préfecture. Mais la réalité, c'est que parfois, ça a créé, en particulier pour une partie de la population, pas forcément d'ailleurs simplement les gens âgés qu'on cite souvent, ce sont parfois des jeunes qui sont à l'aise sur leur téléphone portable, mais pas pour des démarches administratives. Donc la diversité des cas en réalité est réelle, et cette partie-là de la population se sent au fond de plus en plus éloignée de nos services publics. Il faut le dire, c'est aussi un moment dans notre société où les attentes de nos concitoyens se sont également renforcées. Il y a des délais peut-être qui semblaient normaux il y a 20 ans, mais à l'heure du numérique où tout est instantané, mais ces mêmes démarches, elles ne peuvent plus se faire dans ces mêmes délais-là. Je veux insister sur une autre dimension, parce que de l'autre côté du guichet, si je puis dire, il y a des agents publics. Et nos agents publics, ils n'ont pas suffisamment vu leurs outils de travail progresser, se moderniser au même rythme que nous avons essayé de numériser et moderniser
les services que nous offrions aux usagers. Je pense qu'en particulier, la crise sanitaire a créé une forme de marqueur de choc qui nous a permis de faire des progrès, de travailler différemment, mais qui nous a aussi fait réaliser à quel point le chemin à parcourir en matière d'équipement, d'amélioration des conditions de travail, tout simplement, de nos agents publics, restait un long chemin pour pouvoir remplir nos ambitions. Et donc, mon ambition, c'est de pouvoir faire en sorte de mobiliser l'intelligence artificielle générative pour pouvoir se mettre au service de l'humain, et à commencer par nos agents publics. Il faut qu'on puisse les décharger des tâches les plus administratives, les plus machinales, pour pouvoir dégager du temps pour accompagner les usagers qui en ont le plus besoin. Et je vais vous dire, je pense que notre matière, si je puis dire, la matière administrative, elle est faite pour ça. C'est une matière qui est assez circonscrite, qui est très normée et qui est au fond faite pour l'IA générative. Beaucoup de cas d'usage. On peut penser à la préparation d'emails, à la synthèse de rapports, à la rédaction de réponses aux usagers, à la synthèse de bases de connaissances. À chaque fois, avec le filtre humain qui doit demeurer le bon filtre pour pouvoir apporter des réponses humaines, personnalisées, j'insiste sur ce point, à nos usagers. Après, je pense qu'il y a une question de méthode. Et quand on est face à une technologie qui bouleverse si profondément nos habitudes de travail et les potentiels que ça peut générer, je pense que la bonne approche, ça ne peut être que d'aller rapidement à l'expérimentation et de le faire avec beaucoup d'humilité pour voir ce qui fonctionne, voir ce qui ne fonctionne pas aussi, j'en redirai quelques mots, et puis les solutions qui vont vraiment apporter une valeur ajoutée aux agents et aux usagers. Et donc c'est cette démarche-là que j'ai voulu qu'on puisse adopter au sein de l'État, au sein de la fonction publique, dans ces trois versants, pour aller rapidement sur des premières expérimentations dans des grands champs de politique publique. J'ai voulu notamment qu'on puisse très rapidement expérimenter l'usage de l'IA générative sur des sujets où on est le plus au cœur du lien avec les usagers, c'est-à-dire là où il y a le plus besoin de services publics humains et personnalisés. On a d'abord testé quelque chose sur Service Public Plus. Service Public Plus, c'est la plateforme qui nous permet d'interagir et de recueillir des avis d'usagers. Ce petit bouton « Je donne mon avis » sur beaucoup de démarches administratives. Ça génère des dizaines de milliers de mails chaque année qui arrivent dans différentes administrations, parfois d'ailleurs chez des opérateurs, et on a testé le fait d'utiliser une brique d'IA générative pour aider les agents publics à leur proposer des réponses automatiquement générées à des messages entrants de nos usagers. Une règle du jeu, c'est toujours l'agent public qui appuie sur le bouton pour pouvoir, in fine, envoyer sa réponse. Mais on a des résultats qui sont extrêmement encourageants, à la fois en diminution de délai de traitement, ça permet tout simplement aux agents de traiter un nombre de messages bien plus important dans un temps donné, mais aussi, et presque c'est ce qui m'intéresse le plus, en qualité de réponse. Parce que je suis allé à la rencontre des agents publics, il y en a 1000 qui ont été volontaires pour tester ça. Ils m'ont dit très directement, ce qui est intéressant, c'est qu'on fait des meilleures réponses parce qu'en réalité, il y a toute une part du canevas de réponses sur les éléments évidents qu'on peut trouver sur servicepublic.fr ou ailleurs qui sont directement mis là. Et donc, je peux passer 2 minutes, 3 minutes, 5 minutes à aller chercher un degré de personnalisation supplémentaire là où je passais du temps, au fond, à tout le temps répéter les mêmes réponses ou parfois aller chercher dans un fichier Excel des copier-coller que je me faisais. On voit bien le potentiel immense de cet usage-là si on le met encore une fois au service de nos agents. Et on va aller plus loin, on va continuer à tester des choses. On est en train de tester en ce moment dans nos maisons France Service que vous connaissez bien et auxquelles évidemment vous êtes et vous serez associés puisque vous êtes plus que partie prenante de cette politique publique dans France Service, justement le fait de mettre des formes d'assistants pour nos agents France Service dans leurs interactions physiques, tout ce qu'il y a de plus humain avec les usagers. Mais je ne vais pas vous faire la liste de tout ce que nous expérimentons parce que le cœur du sujet pour moi c'est celui de la méthode. Je l'ai dit, cette méthode ça commence par des expérimentations issues du terrain. Il faut qu'on fasse émerger des cas d'usage, qu'on puisse donner aux agents au fond un permis d'innover, c'est-à-dire leur redonner beaucoup plus de marge de manœuvre et d'autonomie pour tester des choses et pour nous faire remonter des cas d'usage de l'IA générative au service de l'humain et au service du public.
Il faut qu'on puisse évidemment partager tout ça au sein d'une communauté de praticiens. Il y a une initiative que nous avons lancée qui s'appelle Alliance, avec IA au milieu, évidemment. Il s'agit de partager des enseignements qu'on tire des cas d'usage, de permettre l'émergence de nouveaux cas d'usage, et puis surtout de faciliter la mutualisation, le passage à l'échelle des solutions qui fonctionnent. J'ai mentionné nos différents outils, notamment Albert, mais il faut que Albert, qui est au fond l'intelligence artificielle générative de l'État, qu'on puisse la déployer, qu'on puisse la décliner et qu'on puisse le faire, je le dis, dans une dimension 3 versants. C'est extrêmement important qu'on ne soit pas cantonné à se dire c'est l'État qui fait dans son coin et puis ensuite on commence à se poser la question de savoir comment on va décliner tout ça. Il faut qu'on puisse le faire ensemble, de façon native, si j'osais, pour reprendre un vocable qui est celui du numérique. Donc ce travail, il est essentiel. Vous êtes évidemment extrêmement engagés. Je crois qu'on a besoin de vous et le boulot que vous faites au sein du réseau des interconnectés, il est absolument précieux pour ça. Et donc je veux vous adresser tous mes encouragements. Cette invitation à pouvoir faire ensemble sur ces sujets-là. Je regrettais de ne pas pouvoir être physiquement avec vous aujourd'hui, mais je voulais évidemment pouvoir vous adresser ce message par cet écran interposé. Alors bons travaux, j'espère riches. J'en suivrai évidemment les conclusions pour qu'on puisse continuer à faire ensemble. À bientôt. Voilà qui donne la position du côté de l'État de manière très claire, avec un détail également des expérimentations. Je pense que c'est tout à fait intéressant d'avoir pu avoir ce point de vue en démarrage de table ronde. Je vais proposer maintenant aux interlocuteurs qui vont partager cette table ronde avec moi de me rejoindre sur le plateau. Donc j'invite Yann Yomé, vice-président numérique de Rennes Métropole, à me rejoindre. Émilie Agnew, qui est cofondatrice du think tank Association Sens du Service Public. Thomas Cotinet, directeur d'Ecolab. Jean-Gabriel Ganachia, merci de rester avec nous et de partager ce temps d'échange. Et puis Swazik Pénicaud, qui est également consultante et chercheuse sur les questions de politique publique d'intelligence artificielle. Merci à vous. Merci à vous d'avoir accepté cette invitation et d'accepter aussi d'intervenir sur un sujet, on va se le dire, qui est un sujet de réflexion aujourd'hui. Il n'y a pas de... On n'a pas de certitude, on est vraiment dans un moment de questionnement, je crois, qui est généralisé. Et on se disait que c'était important aussi de pouvoir, aux interconnectés, ouvrir les dossiers au moment où ils se présentent et pas forcément au moment où l'histoire est déjà racontée. Donc merci à vous de jouer le jeu, parce que ce n'est pas toujours évident. Donc ça, c'est le premier point. Je voulais, pour démarrer, peut-être une première réaction peut-être à ce qu'on vient d'entendre. On voit du côté de l'État une forme de confiance, d'allant, de déterminisme à améliorer le service public par le biais notamment de ces IA génératives. Albert, qu'on avait déjà un petit peu cité hier. Peut-être une réaction du côté voilà, d'un élu, une collectivité. Yann, je ne sais pas comment... c'est évidemment des sujets que vous connaissez. Comment vous recevez ce message et quelle est peut-être une première réaction Oui, bonjour à toutes et à tous. Ce qu'on peut déjà se dire, c'est que M. Guérini nous dit qu'il faut rester humble face au sujet et que je pense que c'est le point de départ de notre réflexion, c'est qu'on a effectivement une évolution technologique majeure qui se présente, mais on doit être dans une position de regarder avec attention, mais aussi en restant sans certitude aujourd'hui sur l'intégration de cette technologie dans une administration. Et par ailleurs, se dire, mais c'est un point de vue qu'on a pu échanger au sein des interconnectés,
c'est que l'IA ou toute autre évolution technologique ne va pas remplacer la qualité des services publics et des collectivités territoriales et du travail qui est fait par nous élus ou agents de nos collectivités dans les enjeux d'inclusivité dont il parlait, dans les enjeux de proximité et dans les enjeux de la relation à l'usager. Donc oui, il y a un outil technologique qui vient apporter peut-être une brique de solution dans la gestion de nos administrations. Moi, j'aime bien raconter une petite une image en disant l'IA ou quel que soit l'outil va pas simplifier le plat de spaghettis administratif qu'il y a derrière. C'est-à-dire qu'en fait, on a peut-être un outil technologique qui est là, mais pour autant, la gestion administrative de la société, le contrat social qui lie la collectivité aux citoyens et le rapport de la norme, de ce qui fait société, est complexe et multiple. Et c'est la définition de la norme par la technologie, c'est le risque dans lequel on peut tomber. Donc voilà, je pense que dans ce qui est proposé de Guérini, de nous dire il y a une phase d'expérimentation, prenons le temps de regarder, prenons le temps d'évaluer, regardons les éléments de conditionnalité et d'impact. Je pense que c'est à mon avis un point de départ intéressant avant de parler de massification et de passage à l'échelle. Merci pour ce premier retour. Effectivement, dans les échanges qu'on a, on est souvent dans cette idée de se dire on est dans une phase de découverte, d'expérimentation pour se faire un avis, pour pouvoir être en capacité de réagir, mais avec quand même cette motivation, tu viens de le dire, d'être acteur quand même, de ne pas être passif en laissant venir, mais plutôt de regarder, d'observer, de tester. Peut-être avant de poursuivre sur ce point, des éléments de retour sur la manière dont ces expérimentations, ces technologies s'invitent dans les différentes strates. Alors Thomas Cotinet, au sein d'Ecolab, dont vous êtes le directeur, vous portez cette notion d'intelligence artificielle, on a eu l'occasion d'en parler notamment hier, notamment au service des projets environnementaux ou de gestion des conséquences du changement climatique. Mais de ce fait, vous êtes aussi un peu au sein des ministères, un peu des sachants sur ces sujets-là, et vous êtes parfois amené aussi à venir rencontrer les autres collègues. Donc peut-être, est-ce que vous pouvez nous faire un petit retour, après un petit rappel évidemment du rôle d'Ecolab, mais aussi un petit retour sur la manière dont ces enjeux d'IA sont appréhendés, sont compris au sein des ministères. Oui, bonjour à toutes et tous. Donc, s'agissant du rappel de la fonction d'Ecolab, nous avons en charge l'IA et la data pour le pôle ministériel de la transition écologique et des territoires, et également l'administration de l'écosystème français, des startups et des PME qui innovent en faveur de tout cela. Et alors, sur cette question, je pense que moi, j'ai eu la chance d'écouter Jean-Gabriel Canassia, c'était il y a 4-5 ans. La donne a complètement changé. Si on fait un focus sur le service public et sur les agents et leurs usagers. C'est-à-dire que quand, Jean-Gabriel, vous faisiez une conférence il y a 4 ou 5 ans, dans la salle, tout le monde n'avait pas eu une expérience de l'IA. L'avènement de l'IA générative n'est pas seulement un saut technologique qui pose beaucoup de questions, il change complètement la donne de la question que vous posez, Céline, puisque désormais, nous discutons de tout cela entre responsables élus de collectivités, de l'État, experts, enseignants, etc., dans un contexte où la plupart des personnes ont une première expérience de cela, se forgent des convictions en tant que citoyenne, en tant que citoyen, et donc aussi en tant qu'agent ou usager, et donc commencent à développer des attentes, des exigences, parfois des craintes aussi, sur tout cela. Donc ça, je pense que ça change considérablement la façon d'aborder le sujet par rapport à même il y a 1 an et demi, 2 ans. Et donc, on se doit d'agir désormais en prenant en compte cela. Alors, comment est-ce que nous, on adresse ce sujet-là au ministère de la Transition écologique? Donc, on est, ça ne vous surprendra pas, dans la droite ligne de ce que le ministre a dit, mais concrètement, nous, dans nos métiers, une des particularités dans le domaine de l'environnement, c'est qu'il y a beaucoup d'actions publiques, donc portées par nos agents, qui se traduisent par de la production de textes. C'est-à-dire, très souvent, dans la transition écologique, vous devez demander une autorisation, faire une déclaration, émettre un avis. Et donc, il y a beaucoup de cette action publique qui se traduit par de la production volumineuse de textes. Enfin, j'enfonce les portes ouvertes, mais c'est pour rappeler à quel point cette forme d'action publique
est exposé à l'opportunité que représentent les modèles de langage et l'IA générative. Donc nous avons pris l'initiative dès 2021, avant que ça soit un peu à la mode, de constituer, on a appelé ça assez classiquement une feuille de route de l'intelligence artificielle pour la transition écologique. Si vous utilisez votre moteur de recherche préféré et que vous faites IA transition écologique, vous allez vite la trouver, pour déjà s'interroger de quoi parle-t-on. Et ça, c'est aussi très important pour la relation avec les agents. Qu'est-ce que l'intelligence artificielle ? Et je trouve là, pour le coup, ça reste un sujet. Et finalement, le buzz de l'IA générative l'a peut-être rendu un petit peu plus compliqué. Et puis après, une fois qu'on est à peu près au clair là-dessus, où est-ce que réellement, concrètement, ça peut rendre service et avoir une valeur ajoutée dans le service public, avec certains garde-fous. Donc nous avons par exemple initié une action, un projet qui s'appelle la liseuse intelligente de recherche pour les autorités environnementales. Donc il y a plusieurs centaines d'agents qui ont pour mission chaque année de rendre les avis sur les études d'impact. En France, dès que vous voulez faire une éolienne, dans vos collectivités, une révision du plan local d'urbanisme, analyser l'implantation d'un centre logistique ou même une autoroute, c'est d'actualité, ou une nouvelle piste d'aéroport, il y a une étude d'impact qui est faite et il y a un avis qui est rendu par la puissance publique sur cette étude d'impact, parce que cette étude d'impact, elle est faite par le porteur de projet. Donc elle est biaisée, mais c'est assumé. Et donc la puissance publique vient, et ce sont des experts indépendants qui doivent faire ce travail-là, et c'est l'avis qu'ils rendent qui souvent fait l'objet des débats publics et parfois de controverses, mais qui sert aussi de matériau à des lanceurs d'alerte ou à des décideurs publics. Donc nous avons développé un outil en traitement du langage naturel qui permet à ces agents de faire face à la masse de travail. Donc on n'est pas du tout dans une logique de substitution. On est dans une logique où, devant analyser ces dizaines de milliers de pages, et devant faire ce travail rapidement, une capacité à repérer plus vite où sont les informations importantes, où sont les risques, les confronter avec la réglementation, s'assurer aussi qu'un avis qui sera rendu sur un projet, par exemple sur une implantation d'éoliennes dans une région, ne soit pas complètement orthogonal à un avis qui aurait été rendu sur un projet identique dans une région à 500 km. Donc là, on voit bien l'intelligence artificielle, elle permet... en fait, elle améliore les conditions de travail des agents. Elle augmente, c'est un terme un peu à la mode, mais sans substitution. Et effectivement, à la fin, ça reste la femme ou l'homme qui est responsable de cette action, qui prend la responsabilité d'eux. Et puis la réponse qui est donnée reste une responsabilité de l'administration. Donc on est sur ce type d'action très concrète, mais d'emblée, pour que ça fonctionne, il faut se poser des questions éthiques. Voilà, il faut les mettre sur la table. Et donc, c'est la raison pour laquelle on s'est doté d'une charte éthique. Alors, quelles sont les bonnes questions à se poser dès qu'en tant qu'agent public ou décideur public, on va avoir l'ambition d'exploiter l'IA. Voilà. Et bien évidemment, encore plus exigeant dans notre ministère, des questions sur l'empreinte écologique. Donc nous, on croit vraiment fortement à l'apport de l'intelligence artificielle pour la transition écologique. Donc vous le savez, il y a ce chiffre qui circule, moi j'aime bien le rappeler à chaque fois. Donc on doit éviter 138 millions de tonnes de CO2 en 6 ans. C'est plus que les 33 dernières années cumulées. Voilà, c'est vertigineux comme défi, et ça c'est juste pour être aux standards internationaux. Donc on n'est pas dans le techno-solutionnisme, c'est pas l'intelligence artificielle qui va résoudre tout ça, mais elle est une partie de la solution. Donc on y croit, donc on met en place des dispositifs. Mais pour être capable de le déployer sereinement, notamment parce qu'il y a cette nouvelle donne où les agents, les élus, les citoyens ont beaucoup plus conscience, et c'est très bien, des enjeux associés, il faut le faire d'une certaine façon. Et je conclurai en disant qu'une des décisions les plus importantes qu'on a prises là, depuis 2 ans, depuis le lancement de cette feuille de route, cette ambition de mettre l'intelligence artificielle au service de la transition écologique, et pas dans n'importe quelle condition, ça a été de négocier un appel à projet qu'on a dédié aux collectivités territoriales, c'est-à-dire qu'on a négocié au sein de l'appareil d'État le fait que de l'argent soit déployé, non pas uniquement pour financer des start-up, de la recherche ou des grands groupes, mais pour financer des collectivités territoriales et aider leurs agents et leurs élus
à investir concrètement dans des solutions d'IA qui sont utiles dans la transition écologique, mais là aussi, en faisant ça avec certaines règles posées d'emblée, et notamment des questionnements environnementaux, c'est-à-dire qu'en se posant d'emblée la question de la balance coût-avantage. Et voilà, donc je pense qu'on est... et ça change vraiment notre façon de faire les métiers, parce que ça nous impose de se questionner, pas uniquement sur l'efficacité et le fait d'atteindre l'objectif de tel ou tel projet, de telle ou telle action publique, mais de la façon dont on le fait aussi. Merci pour ce point. On reviendra sur les questions éthiques, évidemment, hein, sur un tout petit peu plus tard dans cet échange. Peut-être un petit mot sur la manière dont c'est reçu par les agents. Est-ce que vous avez plutôt un appétit, de l'allant, une forme de satisfaction aux outils que vous venez de décrire, ou est-ce qu'il y a parfois des réticences ou des craintes qui peuvent s'exprimer? Très rapidement, juste une petite sensation comme ça de retour, de terrain. Oui, c'est plutôt bien reçu. Il y a beaucoup d'agents qui sont en train d'intégrer le fait que ça va faire partie de leur vie professionnelle. Donc c'est vu comme une opportunité d'être à niveau. Donc on organise beaucoup de journées d'acculturation et elle rencontre un franc succès. Donc les femmes et les hommes du service public ont envie de se former, de mieux connaître. Enfin, c'est plutôt vu comme une opportunité actuellement. Nous, on n'a pas en retour le discours sur les craintes. Merci de ce retour. On est un peu dans la prise de température à ce moment-là. Peut-être, je me tourne maintenant du côté d'Émilie. Dans le think tank Association Sens du Service Public, vous vous adressez à des agents publics, évidemment, avec lesquels vous réfléchissez sur le sens du service public. Et vous avez beaucoup travaillé sur les questions de dématérialisation, notamment de manière historique. Peut-être un rappel sur quand même le think tank, ses missions et un petit peu sa vision. Et puis ensuite, nous dire quel est le ressenti que vous voyez par rapport à ces questions-là. Du côté des agents des collectivités, cette fois-ci, je crois que vous aviez lancé un questionnaire. Je ne sais pas si vous avez eu le temps de regarder quelques réponses, mais ça nous intéresse bien aussi d'avoir une petite prise de température de ce côté-là. Oui, merci Céline. Bonjour à toutes et tous. C'est vrai que l'intitulé de cette table ronde, il résonne particulièrement pour le sens du service public, puisqu'il est question de ça, bien évidemment, quand on traite de l'intelligence artificielle. Et là aussi, quand on s'est créé fin 2021, l'intelligence artificielle, ce n'était pas encore forcément un sujet approprié par les agents publics, par les administrations, par les services publics. On a été fondé pour prendre la parole dans le débat public, dans le respect de notre devoir de réserve, bien évidemment, autour d'un triptyque qui était l'égalité d'accès aux services publics, la transition écologique et les enjeux d'écoute démocratique avec cet enjeu transversal d'accessibilité aux services publics. Donc on a travaillé sur différents sujets, notamment sur la question de la dématérialisation, bien évidemment, et puis à force de travailler sur ces questions-là, on en arrive naturellement à la question de l'intelligence artificielle. Et régulièrement, on sonde les agents publics pour avoir leur perception, leur retour d'expérience, leurs propositions. Il s'avère qu'en ce moment même, on a lancé une enquête en ligne, alors plus globalement sur les services publics, mais il y a des questions sur l'intelligence artificielle qui se sont invitées dans cette enquête-là, preuve s'il en est effectivement que les débats avancent. Et ce qu'on voit, à ce stade, on a 200 répondants, et sur les répondants à la question sur la perception de l'IA, est-ce que pour eux c'est une source d'espoir, d'inquiétude ou ni l'un ni l'autre, on voit que les choses sont assez partagées. On voit que pour 50% d'entre eux, c'est soit de l'espoir, soit de l'inquiétude, à peu près équitablement partagé. Et pour les 50% autres, c'est ni l'un ni l'autre. Donc on voit bien qu'aujourd'hui, il y a un sujet d'appropriation de ces technologies et de ces usages qui font qu'il est difficile de se positionner, qu'on ne sait pas toujours de quoi on parle en termes de périmètre. Donc, aujourd'hui, on entend beaucoup l'IA générative, mais effectivement, on ne voit pas tous les usages qu'il y a déjà dans les services publics et dans les administrations. On voit quand même aussi qu'il y a un peu le retour de bâton de la dématérialisation parce que l'intelligence artificielle, elle se déploie dans un contexte où on n'a pas totalement encore réussi à maîtriser les limites et la polarisation entre les usagers que peut créer la dématérialisation.
Donc il y a un vrai enjeu d'arriver aussi à résoudre ces questions-là, y compris pourquoi pas à travers l'intelligence artificielle, mais sans faire de fausses promesses, parce que aussi la dématérialisation s'est accompagnée d'un certain nombre de promesses sur la simplification, sur des gains d'efficacité dans le service public. Et aujourd'hui, les Français se demandent parfois où sont passés ces gains d'efficacité. Alors parmi les répondants, on leur a demandé aussi un petit peu quel allait être l'impact de l'intelligence artificielle. On ne leur a pas juste demandé de se positionner sur une question fermée. Alors du côté des points positifs, bien évidemment, ils y voient la possibilité d'être plus efficace, de plus de simplicité, de la rapidité. Pour tout ce qui concerne le standard, encore faut-il préciser ce qu'on appelle les tâches qui sont standardisables dans l'administration, parce que là aussi, ça détermine la qualité du service public, et peut-être qu'il y a des tâches que l'on pense standardisables quand on est du côté de l'administration, mais qui, du côté de l'usager, nécessitent de pouvoir faire du sur-mesure. Et puis, du côté des points un peu plus négatifs perçus par les répondants, il y a bien évidemment la crainte de la perte de liens humains, cette fameuse déshumanisation qu'on peut associer aujourd'hui à la dématérialisation, la crainte de la suppression de postes, puisque ce faisant, les agents publics s'éloignent aussi du contact avec l'usager, ils sont invisibilisés, et donc à force de ne plus être vus, on se demande si finalement ils ont une utilité sociale. Et puis la crainte de ce service public à deux vitesses qui exclurait ceux qui finalement ont le plus besoin du service public. Et alors ce qui a eu d'intéressant aussi, c'est qu'on avait une question sur l'efficacité des services publics. Bon, globalement, plus de 70% des répondants considèrent qu'on a une problématique d'efficacité des services publics. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il la lie d'abord à un problème de manque de moyens humains, mais aussi, et là c'est encore plus intéressant dans les réponses, c'est qu'il y a aussi une forme de polarisation dans les répondants, et notamment les agents de terrain qui ont tendance à considérer qu'il y a une forme de bureaucratisation par le haut dans les services publics. Et toute la question est de savoir, est-ce que l'intelligence artificielle, elle va vraiment permettre de débureaucratiser nos administrations et nos services publics, ou est-ce qu'au contraire, elle va permettre de renverser le rapport de force, le rapport de pouvoir, puisque aujourd'hui, l'intelligence artificielle, elle semble avant tout questionner les métiers des cadres, hein, on l'a vu, les tâches intellectuelles, de réflexion, de production d'écrits. Moi, je ne sais pas aujourd'hui répondre à cette question. Les deux orientations sont possibles. Soit ça va justement questionner la place finalement de la haute administration à laquelle j'appartiens d'ailleurs, donc je suis assez à l'aise pour en parler. Soit au contraire, il va y avoir un phénomène humain, là pour le coup, de résistance par le haut, qui va faire que, comme on va se sentir potentiellement menacé dans notre influence, dans notre pouvoir que l'on a sur l'orientation dans les administrations, dans les services publics, eh bien, on ne va peut-être pas tirer toutes les potentialités de l'intelligence artificielle. Et j'en terminerai aussi sur ce point. On a pas mal évoqué là, depuis le début de la table ronde, et le ministre y a fait référence à la question des conditions de travail des agents. C'est vrai que ça peut améliorer les conditions de travail des agents. Mais on voit aussi toutes les limites des algorithmes dans le secteur privé comme dans le secteur public. Et il y a aussi une inquiétude parmi les agents publics de perdre le contrôle, de perdre une partie de leur pouvoir dans l'exécution de leur mission, et du coup d'avoir un travail prescrit qui s'éloigne de plus en plus du travail réel. Et ça, on sait que ça peut être vecteur d'énormément de souffrance et de perte de sens dans le service public. Donc c'est bien aussi de pouvoir associer à ces réflexions-là les agents et aussi les organisations syndicales qui aujourd'hui ne sont pas vraiment embarquées sur ces enjeux d'intelligence artificielle. Merci de ce point de retour et de température effectivement sur ressenti. On voit qu'il y a toute une série de thématiques qui émergent. On sait aussi que dans un certain nombre de cas de figure, peut-être pour rajouter au tableau, il y a des usages aussi qui sont un peu masqués. C'est ce qu'on appelle ces usages cachés de l'intelligence artificielle dans des endroits où il n'y a pas d'incitation à faire, où il n'y a pas forcément d'outils. On a aussi des outils qui intègrent l'intelligence artificielle dans un outil métier et sur lequel il n'y a pas forcément de prise de conscience non plus qu'on va mettre en œuvre une IA en complément. Donc on voit bien la complexité de ce qui se passe. Et quand on avait ouvert cette question l'année dernière, notamment lors du forum de Toulouse, les chercheurs qui travaillent sur ces logiques-là nous disaient que
un des points, et c'est un des points qui m'avait marqué, un des points d'appropriation, c'était quand l'agent avait la main sur l'outil, il se l'appropriait de manière plutôt positive. Quand l'outil était imposé par la hiérarchie, il y avait une forme de méfiance qui s'installait en se disant « est-ce que ça va menacer mon emploi ? Est-ce qu'on va voir que je travaille moins sur tel truc et que je gagne du temps pour faire autre chose ? Est-ce qu'il va y avoir des conséquences ?» Ça, je pense aussi, ça faisait partie un petit peu des éléments de démarrage, de réflexion qui étaient assez intéressants sur la manière aussi dont on perçoit les choses en fonction de la manière dont on les invite dans le tour de table. C'est-à-dire que le même outil, s'il est perçu à la main de l'agent pour améliorer ses conditions, c'est une chose. S'il est imposé pour obtenir quelque chose d'autre, ben, on crée peut-être un effet déjà un petit peu différent. Donc, c'était un petit point, moi, qui m'avait marqué, que je rajoute, on va dire, à ce premier tableau. Merci beaucoup pour ce retour. Pour continuer à avancer sur cette discussion, je vais me tourner maintenant vers vous, Swazig Pénicaud, et vous laisser peut-être vous présenter un petit peu sur votre parcours, parce que vous avez travaillé sur ces questions d'algorithmes à Etalab notamment, et puis aujourd'hui, vous êtes consultante, chercheuse. Donc, merci d'être avec nous pour nous éclairer. On a eu déjà un certain nombre d'éclaircissements extrêmement précis de Jean-Gabriel Ganachia tout à l'heure sur ces grands enjeux. J'aimerais qu'on revienne un petit peu dessus en les immergeant sur notre sujet maintenant et qu'on puisse voir avec vous voilà, les enjeux de protection de données, cette notion de fiabilité, un petit peu où sont les écueils finalement. Mais je vous laisse d'abord vous présenter et puis ensuite je vous reviens avec mes questions. Parfait. Merci beaucoup Céline et bonjour à toutes et tous. Ravie d'être ici. Alors pour resituer effectivement, moi j'ai été membre d'Etalab jusqu'en 2021 où j'ai notamment été responsable du programme Entrepreneurs d'intérêt général où on développait des outils d'intelligence artificielle et j'ai aussi été co-responsable de la mise en œuvre du cadre légal sur la transparence des algorithmes publics. Et ça me donne l'opportunité de rappeler, comme beaucoup l'ont fait, qu'en fait on parle aujourd'hui d'intelligence artificielle et que l'avènement de l'intelligence artificielle générative peut-être met ce sujet sur la table, renouvelle certains enjeux, mais qu'en fait il y a des systèmes de calcul critiques qui sont utilisés depuis très longtemps dans l'administration, des systèmes statistiques. Et d'ailleurs, donc maintenant, depuis 2021, je travaille en tant que chercheuse et consultante indépendante sur les enjeux des technologies de données sur les droits humains et sur différents types de populations. J'ai eu l'occasion de travailler sur l'accès aux droits sociaux et l'algorithme de score de risque mis en place par la CNAF est utilisé dans les CAF depuis 2011. Ça, c'est pas de l'intelligence artificielle générative, mais ça a des impacts très importants sur tout type de population. En revanche, je pense que de toute façon, les conversations qu'on a aujourd'hui, elles nous permettent de continuer à approfondir les enjeux soulevés par ces systèmes qui existent depuis longtemps. Et puis, dans mes autres casquettes, je suis enseignante à Sciences Po sur la gouvernance de l'IA depuis 3-4 ans. Bon, on pourra reparler de mes multiples casquettes. Mais peut-être pour arriver sur la question des implications. Et là, je vais me concentrer sur l'intelligence artificielle générative, mais sur la question de l'implication de l'IA générative dans le secteur public. On parle souvent des risques. Moi, j'ai aussi envie de parler de limites. Et en fait, je vais utiliser des cas très concrets qui sont déjà arrivés. Et je me concentrerai sur deux choses, parce que Jean-Gabriel Ganachia a déjà défriché beaucoup d'enjeux. Il y a les enjeux environnementaux sur lesquels je ne m'étendrai pas et les enjeux de protection de données sur lesquels on pourra revenir, mais il y a deux cas qui se sont déjà passés qui illustrent d'une part les biais qui existent et qui sont encodés dans ces outils d'intelligence artificielle générative. En janvier 2024, le France Travail autrichien a mis à disposition des usagers et usagères un chatbot pour les orienter dans leur recherche d'emploi et dans leur orientation professionnelle. Donc ce chatbot était vraiment en production, c'est-à-dire utilisé au niveau national. Et il a été rapidement découvert par des utilisateurs et des journalistes que si, à profil équivalent, une femme posait une question sur son orientation professionnelle, on lui considérait d'aller faire des études de genre et de se tourner vers les métiers de la restauration et de l'hôtellerie. Et quand un homme posait la même question, on lui conseillait de postuler à des postes en informatique.
Ça illustre assez bien les biais qui peuvent exister dans ces outils. Pourquoi ça se passe? C'est parce que, comme Jean-Gabriel Ganassia l'a rappelé dans sa keynote, ces outils sont des outils qui reproduisent et qui se basent sur les probabilités statistiques. Donc, si statistiquement, il y a des biais sexistes envers les femmes dans la société, il y a beaucoup plus de chances que ces biais se retrouvent dans les outils qu'on développe. Je précise quand même que France Travail Autriche avait essayé de réduire ces biais sans succès. Donc ça montre bien que même quand on essaye de régler les problèmes, ils peuvent toujours apparaître. Le deuxième exemple que je voulais donner, c'était sur ces fameuses hallucinations, ou en tout cas la propension des outils d'IA générative de texte à produire des incohérences ou à donner des informations fausses. Alors on a eu l'exemple du chatbot d'Air Canada. Il se trouve que la ville de New York a également mis en place un chatbot pour accompagner les entreprises sur des questions en droit de l'immobilier, droit des entreprises, et que ce chatbot donnait tout simplement des informations erronées sur le droit. En leur disant par exemple, oui, vous pouvez vous servir dans les pourboires que reçoivent vos employés dans la restauration, ce qui est faux. Et je précise aussi que ce chatbot s'appuyait sur ce qu'on appelle la génération augmentée de récupération, c'est-à-dire qu'il pouvait citer ses sources. Ça n'empêchait pas le chatbot de donner des informations erronées. Ça mettait un lien vers une source, mais qui ne disait pas ce que disait le chatbot. Pourquoi je mentionne ça? C'est parce que ça nous illustre très concrètement que ces outils, ils ne sont pas ni aussi objectifs, ni aussi fiables que le format dans lequel ils produisent les choses, c'est-à-dire des textes qui ressemblent à des choses que des humains diraient, ne pourraient le suggérer. Et ça, c'est des choses je pense à garder en tête quand on fait des expérimentations, notamment au regard des effets que ça peut produire sur la manière dont les agents et les usagères vont interagir avec ces outils. On sait qu'il existe des biais d'automatisation qui font qu'on aura tendance à, en réalité, plutôt se conformer à ce que dit la machine quand on reçoit un score ou un texte, une suggestion en tout cas. Il y a le biais inverse qui existe pour certaines professions, mais en tout cas, quand on parle d'humain dans la boucle, moi la question que j'ai vraiment envie de poser, c'est la personne qui appuie sur le bouton, est-ce qu'elle a vraiment eu la possibilité de s'opposer ou de modifier ou de questionner ce qui lui était suggéré? La deuxième chose que j'aimerais mettre sur la table, c'est ce qu'une anthropologue qui s'appelle Madeleine Elich a nommé. En anglais, ça s'appelle la Moral Crumple Zone. En français, ça pourrait être la zone d'absorption d'impact moral. En fait, c'est, vous savez, sur les voitures, quand il y a un accident, vous avez toute une zone de votre voiture qui est faite pour absorber le choc et vous protégez-vous de la force entraînée par le choc. Ce que Madeleine Elich développe, c'est que dans des systèmes qui allient l'intelligence humaine et l'intelligence artificielle ou tout type de robot ou d'automatisation, c'est l'humain qui va servir de zone d'absorption du choc en cas d'échec de la machine. C'est-à-dire, en fait, la question que je pose très concrètement, c'est un chatbot qui va être utilisé par un agent pour donner des informations à un usager. Si le chatbot se trompe, de qui est-ce la responsabilité? Est-ce que c'est la responsabilité et est-ce que ça ne va pas être la responsabilité de l'agent à qui on va dire « mais tu aurais dû vérifier tes sources parce que ces outils ne sont pas 100% fiables ». Et en fait, on a tendance à féliciter, entre guillemets, ou en tout cas à considérer que la machine est efficace et fiable, et quand elle ne fonctionne pas, on considère que c'est l'humain qui va faillir dans sa tâche. Et ça, c'est, je pense, une question qu'il faut garder en tête dans ces expérimentations, parce qu'on a un risque de ne pas arriver, en fait, de ne pas parvenir à ce qu'on essaye de faire en gardant des humains dans la boucle. Et ça pose vraiment la question de la place des agents publics dans ces services publics avec de plus en plus d'outils numériques. Peut-être que ce que je voudrais mentionner dans un deuxième et second temps, c'est au regard de tous ces questionnements. Alors moi, effectivement, je présente beaucoup de questionnements négatifs. Hein, j'en ai conscience, mais c'est mon rôle ici, donc je l'assume.
il existe déjà des garde-fous. C'est-à-dire que, comme tout le monde l'a mentionné, le numérique, et tout le monde le sait ici, n'est pas nouveau. Il y a un cadre légal, il y a le cadre légal de la protection des données personnelles qui traite déjà des systèmes automatisés et qui impose un certain nombre d'obligations. Il y a un cadre légal sur la transparence des algorithmes publics. Ce que moi j'ai pu remarquer dans les années depuis lesquelles je travaille sur ces sujets, c'est que les garde-fous de transparence et d'explication ne sont pas beaucoup mis en œuvre, pour parler très franchement. Il y a beaucoup de collectivités ici qui mènent ces travaux, donc je pense que je prêche aussi des convaincus. Par exemple, il y a des obligations de réaliser un inventaire des algorithmes publics utilisés par son administration. Très peu d'administrations ont mené cette démarche. On remarque aussi que quand des expérimentations sont lancées, et notamment des expérimentations sur la Smart City, tout ce qui va être vidéosurveillance automatisée par exemple, souvent ces expérimentations, on peut en avoir vent dans la presse quand elles sont lancées, notamment parce que soit il y a des décisions, des votes d'élus, soit des communiqués de presse. Moi je trouve très peu de mention des expérimentations quand elles sont terminées, et notamment les rapports d'expérimentation qui pourraient être réalisés et qui pourraient être publiés et menés à débat. En fait, on entend toujours les promesses de ces technologies et très peu de retours d'expérience sur ce qu'elles ont réellement produit. Et du coup, la provocation que j'aurais pour vous aujourd'hui, c'est si c'est ça le statu quo sur la mise en œuvre de ces expérimentations technologiques, qu'est-ce qui fait que ça sera différent avec ces nouvelles technologies dont on nous dit qu'elles vont être au service de l'efficacité, au service de l'intérêt général? Qu'est-ce qui va faire qu'effectivement il va y avoir plus de transparence, plus d'explications, plus de garde-fous? Merci beaucoup pour ces points effectivement importants. Hein, on le voit. Pour reprendre, donc il y a le périmétrage des données sur lesquelles on travaille. Donc ça a été effectivement expliqué en introduction. S'assurer de la fiabilité de celle-ci, du périmétrage adapté. Hein, on a aussi des enjeux de sobriété, ne pas forcément aller chercher dans l'intégralité des possibles pour quelque chose qui a besoin d'une donnée précise. On a la question des algorithmes, vous l'avez dit, avec ces obligations, vous l'avez rappelé, de faire l'inventaire des algorithmes présents dans les collectivités. Vous l'avez aussi rappelé, il y a beaucoup de choses qui sont déjà automatisées aujourd'hui. Il y a beaucoup de traitements qui sont déjà sur ces logiques aujourd'hui dans les collectivités et qui paraissent assez naturels. Finalement, on a l'habitude de les utiliser. Et c'est parce qu'il y a cette nouvelle proposition, finalement, qu'on se rappelle que ça existe et qu'il y avait des biais, et etc. Donc ça vient peut-être réveiller ces premiers points. Et puis, les points que vous soulevez aussi de l'expérimentation. Est-ce qu'on va vraiment faire l'expérimentation critique? Est-ce qu'on va aller jusqu'à écouter vraiment les biais qu'on peut peut-être y trouver? Et puis, les autres points que vous soulevez, notamment, moi, je trouve très intéressant ce risque, effectivement, d'effet d'amorti sur l'agent public par rapport à l'usage d'une technologie. Donc, c'est effectivement des points qui me paraissent des points à prendre en compte collectivement de manière importante. J'avais peut-être, avant de laisser la parole à Jean-Gabriel Ganachia pour aussi compléter ce point et puis nous dire quelles sont les pistes qu'on a de cadrage, de gestion de manière opérationnelle, parce qu'effectivement on peut prendre une charte et c'est très bien, ça pousse une réflexion, mais après dans la mise en œuvre on sait bien, et vous l'avez dit, que c'est beaucoup plus complexe. Comment on fait pour vérifier concrètement quand on fait des choix que ça va le prendre en compte? Un point qui pour moi est un point intéressant sur ces questions d'automatisation, j'ai le sentiment parfois et vous l'avez un peu dit, que finalement, quand la machine dit quelque chose, on a un biais cognitif peut-être qui nous fait croire qu'elle a plus raison que nous, a priori. Parce qu'elle a fait un raisonnement complexe qu'on ne maîtrise pas complètement, donc on se dit sûrement son résultat, c'est peut-être moi qui ai tort, quoi. Et dans le service public, il y a une notion qui est importante, c'est la notion aussi du pouvoir discrétionnaire de l'agent. Et parfois, on a le sentiment que c'est presque pas bien le pouvoir discrétionnaire de l'agent. Et il me semble que notamment dans tout ce qui est
la gestion de problématiques complexes. Parce qu'évidemment, quand on est dans un train de formulaires à remplir, etc., on est tous absolument ravis, tous ceux qui arrivent à le faire, de plus poser une demi-journée de congé pour aller remplir un CERFA dans une administration publique, quelle qu'elle soit. Mais quand on a une problématique complexe et quand on est dans des cas de figure, des moments de vie particuliers où on cumule des difficultés sur des administrations différentes, on sait à quel point c'est compliqué. Si tout est automatisé, à quel moment on arrive à arrêter la machine et trouver quelqu'un qui stoppe tout et qui dit « Ok, ben on va regarder dans le détail votre dossier parce que là, il faut tout remettre à plat ». Ça, moi, c'est un point qui me paraît intéressant et dont on entend assez peu parler, hein, cette notion de problématiques complexes à gérer, mais qui n'est pas une complexité parce qu'il y a plein de papiers derrière, qui est une complexité parce qu'il faut regarder la personne, il faut prendre le temps, il faut écouter, il faut comprendre, quoi. Et ça, il n'y a qu'un agent expérimenté qui peut le faire d'une certaine manière. Je me permets de réagir. Non, mais je pense que c'est très intéressant et merci de le mentionner. Ça fait aussi le lien avec le titre de cette table ronde, la vision du service public. Et il y a un rapport de la commission IA qui est sorti il y a 2 semaines qui parle de l'utilisation de l'IA pour personnaliser et donc réhumaniser le service public. Moi, je trouve que c'est un glissement linguistique qui est assez intéressant parce que on peut se dire, réhumaniser, ça veut dire remettre des humains, pas forcément remettre de la personnalisation. Il y a un mythe aussi donc, sur ce pouvoir discrétionnaire que grâce aux automatisations, on va se débarrasser du pouvoir discrétionnaire. En fait, ce qui se passe, c'est que le pouvoir discrétionnaire, donc les choix qui vont être faits, puisque c'est ça un pouvoir discrétionnaire, c'est la capacité de faire des choix par rapport à une situation donnée. Les choix qui vont être faits vont simplement passer de l'agent de guichet ou des agents qui sont en contact avec le terrain aux automatisations elles-mêmes et donc d'une part, ne plus être capable de s'adapter aux situations spécifiques, mais aussi potentiellement, pour le dire très vulgairement, toujours taper sur les mêmes, c'est-à-dire que ça soit toujours le même choix qui est fait. Et ça, je pense que il y a peut-être 2 choses pour répondre très concrètement à ce que vous avez soulevé. Il y a déconstruire ce mythe de l'objectivité et de l'absence de pouvoir discrétionnaire des technologies en se disant juste, en fait, c'est juste pas les mêmes personnes qui décident. Les personnes qui décident dans les automatisations, c'est plutôt les personnes qui vont concevoir les systèmes plutôt que les agents de terrain. Et puis la deuxième chose, c'est la question des recours, en fait, et de quand est-ce qu'on a le droit de s'extraire de ce parcours avec des machines, y compris pour les agents. Enfin, en fait, comment on pense ces situations complexes et peut-être comment on rend ça plus simple pour les personnes de pouvoir continuer à avoir ce lien humain plus direct, et au sein des administrations, comment on conserve l'expertise interne, la connaissance métier, et comment on respecte ça. Alors là, j'ai pas de solution, mais c'est des questions et qui, selon moi, pourraient être intégrées dans les évaluations des expérimentations, qui n'ont pas besoin d'être des évaluations uniquement techniques, qui pourraient être aussi dans quelle mesure ces questions-là ont été prises en compte et quels effets, quels résultats on a obtenus. Merci pour ce retour. Jean-Gabriel Ganachia, je me tourne vers vous. Vous êtes aussi à la tête d'un certain nombre de comités éthiques qui permettent de guider ces choix-là et de les outiller. Je pense notamment, alors il y en a plusieurs, mais celui qui me semblait le plus proche de nos sujets aujourd'hui, c'est notamment le comité éthique de France Travail, anciennement Pôle emploi, et qui forcément a toute une série de cas d'usage très pragmatiques, et puis aussi avec des droits liés à l'automatisation du calcul d'un certain nombre de capacités à recevoir ou pas une aide. Peut-être d'abord un temps de réaction à ce que vous avez entendu jusqu'ici, et puis peut-être un temps aussi de proposition de cadre. Alors je vous remercie. D'abord, réaction, je trouve que c'était très riche et très divers ce qui a été dit ici. Je voudrais quand même souligner ce qu'a dit Soisig, c'est très important, c'est que
les systèmes d'intelligence artificielle ne sont pas objectifs. Ce n'est pas parce que c'est des machines qui vont être rationnelles. Elles ne sont pas rationnelles. Et surtout avec l'intelligence artificielle générative. Il y a d'autres types d'intelligence artificielle. On fait de la démonstration automatique. À Marseille, justement, Kalmerauer, c'était de la démonstration automatique. Ça peut être rationnel. Là, ce n'est pas rationnel en ce sens-là. Et ce n'est pas objectif non plus, au sens où il n'y a pas de... C'est systématique. C'est autre chose, encore que ça l'est même plus avec les probabilités. Mais il n'y a aucune raison que ce soit objectif. Il y a plein de préjugés. Aujourd'hui, on appelle ça des biais, mais ça tient compte de l'expérience du passé. Comme vous l'avez très bien dit, enfin, c'est ce que j'ai essayé de dire aussi, ce n'est pas parce qu'on a des cas passés qu'on va raisonner mieux. Et le futur n'est jamais la copie du passé. Et je pense que c'est d'autant plus important quand on est dans une administration de ne pas dire voilà, on fait ça parce qu'on a fait ça dans un cas analogue qui n'a rien à voir avec le cas présent. Donc ça, je crois que c'est important. Puis, deuxième réaction, et ça va être une transition vers ce qu'on a fait. Alors, à l'époque, c'était Pôle emploi, maintenant c'est France Travail. Ils ont voulu mettre en place un comité d'éthique pour les raisons qu'a mentionné Émilie à côté de moi, c'est-à-dire la crainte que le développement de l'intelligence artificielle dans une administration comme Pôle emploi soit mal perçu à la fois par les employés qui pouvaient avoir peur que leur poste être remplacé par les machines, et d'autre part par ce qu'ils appellent les usagers. Alors, dans le cas de Pôle emploi, ce sont à la fois les demandeurs d'emploi et puis les offreurs d'emploi, les industriels. Et donc, l'idée, c'était pour chaque application de se poser la question de ce qu'elle faisait. Alors, on a d'abord écrit une charte. Je crois que c'est vraiment important. Et c'est une charte, je crois que c'est d'abord co-construit entre le comité d'éthique et la société elle-même. Je crois que c'est important. Enfin, là, ce n'est pas la société et l'administration. Et une charte, ça doit avoir un nombre limité de points. Il faut que ce soit clair. Et moi, je crois que 5 à 7 points, c'est vraiment important parce qu'on peut mémoriser. S'il y en a 20, ça devient beaucoup plus difficile. Et chacun, il doit pouvoir s'exprimer assez facilement. Alors, le premier point, c'est la centralité de l'homme. C'est-à-dire que toutes les décisions sont sous la responsabilité d'une personne, d'un agent de Pôle emploi. Ça, je crois que c'est vraiment quelque chose de central. Après, bon, il y a tout un tas d'autres points, la non-discrimination, les aspects environnementaux, etc. Mais je crois que ça, c'est vraiment important. Et l'intérêt, je crois, de cette charte, c'est qu'elle est à la fois un guide pour l'institution, pour qu'elle essaye de mettre en place des garde-fous contre des dérives, mais aussi elle est un outil de communication. Et à cet égard, je veux dire, j'ai une autre expérience avec DocaPost, donc c'est la branche de la Poste, et on a eu un débat parce que au début ils avaient mis dans leur charte des engagements, puis ensuite ils ont transformé en principes. Et moi je leur ai dit non. Conservez les engagements, parce que les principes, ça veut dire que vous êtes passif, que vous êtes soumis à un principe, ça veut dire premier, à une exigence, et qui en plus était une exigence discutable. Tandis qu'engagement, ça veut dire qu'une administration est capable de s'engager, ou une institution, une société privée, à préserver un certain nombre de valeurs. Et je crois que c'est vraiment important, cette dimension est tout à fait essentielle. Et puis après, je voudrais terminer sur un autre point, mais je crois que ce qui est important aussi, c'est de bien comprendre que les outils d'intelligence artificielle, j'essaie de le dire tout à l'heure, ce sont des dispositifs sociotechniques. C'est-à-dire que ce n'est pas un objet technologique extérieur à nous. Il est le résultat de ces interactions avec l'ensemble d'une organisation sociale. Je crois que c'est vraiment crucial d'avoir ça en tête. Et il dépend des modes d'appropriation par l'ensemble des hommes, des personnes qui sont autour, c'est-à-dire l'administration, les usagers, etc. Et c'est pour ça que ça peut donner le meilleur comme le pire. On n'est pas capable d'anticiper parce qu'on ne sait pas ce que seront les usages. Les réseaux sociaux, quand on les a vus naître, on a trouvé que c'était formidable parce que ça créait du lien. Et puis on s'est très vite rendu compte que ça pouvait avoir des effets extrêmement délétères, mais on n'a pas anticipé ce genre de choses. Alors maintenant, ce que je voulais, c'est peut-être, pour terminer, fort de cette expérience que j'ai eue dans différents comités d'éthique,
vous énoncez ce que je pense être une méthodologie. Alors, bon, ensuite, vous pouvez en faire ce que vous voulez. Mais d'abord, l'éthique, c'est pas, je l'ai dit tout à l'heure, c'est pas la réglementation. La réglementation, de toute façon, vous allez y être soumis, hein, et je crois que c'est important, hein, il faut la connaître, mais en même temps, il faut un peu s'en dégager. Hein, on a des marges de manœuvre par rapport à ça. En revanche, je crois que l'éthique, c'est lié aux situations particulières et aux applications particulières. Tandis que souvent, et c'est le tort de la réglementation, c'est qu'elle est trop générique. Hein, elle a voulu tout embrasser. Hein, et on ne peut pas se demander ce que sont les risques liés à une technologie. Et donc, mon idée, c'était, fort de ces expériences, c'est qu'il y a quatre points qui sont importants quand il y a un comité d'éthique. C'est d'abord donc le comité d'éthique avec des personnalités extérieures et des personnalités intérieures qui sont sur un projet particulier, capables de discuter des implications que ça peut avoir. Et donc, avec des personnalités extérieures, regardez quels sont les problèmes que ça pose. Alors moi, je vais vous donner un exemple. Là, on était avec Pôle emploi et ils voulaient mettre, donc pour un plan pour aider leurs employés, ils ont dit on va faire un score d'employabilité. Alors, on leur a dit non. Ils ont dit mais les demandeurs d'emploi, ils ne seront pas au courant. Et on a demandé aux employés, ils ont dit si, bien sûr, on ne va pas leur donner. Donc, vous voyez, c'est ce genre de choses. On a dit oui. Après, on a compris que ce qu'ils voulaient, c'était trouver les points sur lesquels il fallait agir. Par exemple, dans le cas de l'employabilité, sur la mobilité, c'est vraiment très important, surtout dans des territoires où c'est difficile. Mais justement, avoir des outils qui nous permettent de faire ça. Alors, bon, premier point, des personnes extérieures qui soient capables de réagir et de voir. Ensuite, deuxième point, c'est traduire ces conclusions de façon technique. Par exemple, là, on dit, oui, non, vous n'avez pas un score, mais vous avez une toile d'araignée avec différents axes, etc. Et ensuite, des ingénieurs à l'intérieur qui sont capables de réaliser ces exigences, mettre en œuvre ces exigences. Ça, c'est le deuxième plan. Mais bien sûr, ça ne suffira pas. C'est-à-dire que si vous voulez que dans le grand public, et je trouve que vous avez tout à fait raison quand vous avez parlé de la transparence, c'est-à-dire ensuite, ce qu'il faut vis-à-vis du grand public, c'est le faire savoir. Et je crois que pour le faire savoir, il faudra dans le futur qu'il y ait des organes de certification qui disent, voilà, on s'est engagé à telle chose. Par exemple, on s'est engagé à ce que les données individuelles, elles soient traitées localement, mais pas sur un site central. Il faut être capable de le prouver. Pour le prouver, il faudra faire appel à un organisme extérieur. Je crois que ça jouera un rôle important, mais bien sûr, l'organisme certificateur, il certifiera un engagement précis. Il ne certifiera pas la moralité du système, ça n'a pas de sens. Donc ça, c'est le troisième plan. Et je crois que le quatrième plan, le risque et l'inquiétude que beaucoup de concitoyens ont, c'est qu'il y ait des détournements d'usage des technologies. Et donc, je crois qu'il faudra qu'il y ait des comités de vigilance pour s'assurer que des technologies qui ont été développées pour un usage précis ne soient pas utilisées pour autre chose. Et donc, je crois que c'est disons que c'est mon expérience, on peut la changer, bien sûr. Mais je trouve que ça peut peut-être aider, en tout cas, pour vous dans vos activités respectives. Merci de ce partage, qu'effectivement, on voit bien qu'il faut inscrire ensuite ces principes dans la pratique pour qu'ils vivent réellement. Et c'est bien ce que vous traduisez. On donne un principe, mais ensuite, il faut suivre les biais, il faut le coder d'une certaine manière, etc. Et on l'a vu avec l'exemple que vous donniez tout à l'heure, que la personne qui fait l'algorithme, si elle a des biais dans la manière dont elle réfléchit la question, elle va donner une réponse qui elle-même est orientée. Et puis, en plus, quand on est dans une intelligence qui répète un contexte existant, en fait, on renforce le contexte existant. Donc, s'il y a des discriminations hommes-femmes, on les retrouve nécessairement dans les résultats qui vont être générés par ces outils. Pas parce que l'outil est malfaisant, mais c'est parce qu'il prend ce qui existe et il le retraduit dans sa majorité et on retrouve les mêmes éléments. Merci pour ces points. Peut-être, et puis après, j'aimerais bien qu'on puisse avoir un temps d'ouverture, peut-être aussi des questions à la salle et de vos réactions. Peut-être revenir vers Yann Yomé en tant que décideur public, en tant qu'élu d'une collectivité. Comment, au moment où on est on voit bien dans ce tourbillon de questions, dans cette évolution, quel peut être le rôle finalement de l'élu et quel peut être le rôle aussi peut-être, et on peut peut-être partager la question avec Émilie, de les directions générales, comment on s'approprie ces questions-là en tant que décideur public pour accompagner le mouvement d'une certaine manière.
Avec peut-être un premier élément de retour au vu de la discussion, c'est qu'on parle beaucoup des politiques d'État finalement. Là, si on parle de la collectivité territoriale, mais là, dans le sujet qu'on a traité, on parle beaucoup des outils d'État, qui renvoie à la question de est-ce que l'IA est politique? Oui, il est politique, parce que le choix politique de l'État aujourd'hui, c'est quand même un objectif d'efficience et d'efficacité. Donc on voit bien que le sujet technologique est surtout un sujet, il est dit par le ministre lui-même, en disant voilà, on a peut-être eu des évolutions des outils numériques, etc. On n'était pas à la hauteur, il y aura une espèce de rattrapage et il faut accélérer. Donc je pense qu'il faut contextualiser ça dans cette dimension d'hyper-accélération médiatique, d'hyper-accélération technologique, et dans lequel l'État essaye de se positionner, et dans un contexte budgétaire qui est un choix du gouvernement, en tout cas de l'État aujourd'hui, de gérer ses budgets, de gérer ses services et de trouver des solutions pour qu'ils soient le plus rentable possible, le plus efficient possible. Ce qui repose du coup la question de l'objet de l'IA et des numériques dans une collectivité territoriale, qu'en fait-on en termes d'objets politiques? Est-ce que nous, si nous nous engageons dans une recherche d'efficience et d'efficacité du service public, ou est-ce que par ailleurs, il y a bien d'autres enjeux que celui de l'efficacité ou de l'efficience? Parce que finalement, l'attente des citoyens, j'écoutais avec attention ce que disait le sens public, c'est que ce que dit Émilie, c'est qu'en fait, il y a une attente aujourd'hui des usagers d'avoir des interlocuteurs directs, parce que un des derniers interlocuteurs de proximité humain avec un pouvoir discrétionnaire, c'est les collectivités territoriales, c'est les mairies et c'est les secrétaires d'accueil qui reçoivent les habitants. 30% des demandes en mairie, aujourd'hui en France, ne concernent pas les compétences de la mairie elle-même. En fait, c'est des sujets, la personne, elle cherche un point qui n'est pas un chatbot, qui peut lui permettre de répondre à un sujet complexe, de sa compréhension du monde, de la société et son administration. Et je pense que ça, c'est un élément important qui doit nous permettre de réinterroger la question de la place de l'IA, de la technologie, de ce qu'on veut en faire. Ce qu'on travaille à l'échelle des collectivités, au sein des interconnectés, c'est de se dire, il y a... alors je vais faire une analogie parce que ça va peut-être nous aider. Pendant longtemps, on a construit les villes où il y avait un terrain et chacun pouvait construire comme il voulait. Et puis au fur et à mesure, on a complexifié la règle de construction pour arriver aujourd'hui à des plans locaux d'urbanisme intercommunaux dans lesquels on a mis du ZAN, des grands enjeux de transformation, etc., etc. Et donc on a complexifié le droit à construire. Parce qu'en fait, on a mis les règles, on a régulé. Ce qui fait le contrat social aujourd'hui, ce qui permet de faire un peu corps social sur la dimension d'urbanisme. En fait, on a la même chose sur la question du numérique. C'est là où on a pensé que le numérique était un objet d'intendance qui devait suivre l'organisation des administrations. Aujourd'hui, on commence à poser des règles en disant pour servir un service public, pour l'organiser, on aura peut-être des couches d'enjeux démocratiques et éthiques. On a des sujets sûrement environnementaux, ça a été très bien dit par Jean-Gabriel. On aura également des sujets d'ordre d'organisation territoriale et d'équité territoriale, parce que ça aussi, là on parle de grandes villes et métropoles qui traitent ce sujet-là, mais on voit bien qu'on n'a pas d'égalité du traitement de cette complexité. On a sûrement également des enjeux d'efficacité de service public, on peut quand même se le dire, en tout cas, et à quel endroit. Et donc voilà, donc on commence à mettre des responsabilités, et ce qu'on commence à faire autour de ça, c'est de se dire, il nous faut une boussole. En tout cas, c'est le premier travail qui commence à être fait, à Nantes en particulier, ce qu'on va appeler une boussole de l'IA, ce qu'on peut appeler la stratégie du numérique responsable à Rennes Métropole, dans lequel on va mettre derrière une stratégie data, et qui en fait renvoie à ce comité, cette proposition en tout cas qui nous est faite de comité d'éthique ou comité de vigilance, mais qui revient à dire on a un sujet et comment le périmètre sur ces grands enjeux. Donc on a une espèce de matrice un petit peu de lecture qui va nous permettre de venir évaluer la pertinence de l'outil, la pertinence de la proposition, qui viennent de la collectivité ou qui viennent de tiers extérieurs d'entreprise, pour se dire est-ce qu'on y va, est-ce qu'on n'y va pas et sous quelles conditions, et que ce sujet d'expérimentation nous permettent, avec discernement, de regarder le sujet qui nous est présenté et du coup de faire des propositions et de monter en compétences. Le projet des Smart Cities, on a fait référence tout à l'heure, il y avait deux grands modèles, un modèle d'approche générale et un modèle plutôt incrémental dans un rapport qui était sorti sur la Smart Cities. Et finalement, la quasi-totalité, sur les 200 territoires qui avaient été auditionnés, le mode incrémental avait été le mode le plus utilisé par les collectivités pour prendre un nouveau sujet technologique. Et finalement, sur l'IA, je pense que nous allons reprendre en fait cette manière de faire, c'est de repartir par des cas d'usage ou par des sujets technologiques. Je pense qu'on n'a pas le même sujet avec un chat GPT, avec l'IA générative qui pose des sujets démocratiques, de fake news, de rapport de force, avec un livre là, sur technopolitique assez intéressant sur le rapport de force entre le bloc états-unien et le bloc chinois sur la place de la technologie et des fake news dans la capacité de rapport de force géopolitique.
Et pour autant, une fois qu'on a dit ça, on a des sujets qui sont très pratico-pratiques sur la place du LIA dans l'optimisation d'un système d'assainissement. Donc on voit bien que le sujet n'est pas du tout au même niveau. Donc il faut qu'on arrive à discerner aussi la question qui nous est posée. Donc je pense qu'on a un sujet majeur, démocratique, sociétal autour de la place de la technologie et de la norme. Et par ailleurs, on a des sujets très concrets dans nos collectivités territoriales qu'on va prendre à bras-le-corps, qu'on va essayer de périmétrer, et pour lequel les interconnectés et l'ensemble des élus que nous sommes allons essayer d'échanger dans une espèce de co-gouvernance, de partage d'expériences, pour se dire à quel endroit ça marche, à quel endroit ça ne marche pas, et après repasser la question de quelle est la responsabilité ou les moyens nécessaires, qu'ils soient à l'échelle européenne, à l'échelle nationale ou à l'échelle de nos collectivités, pour pouvoir le mettre en œuvre. Parce qu'il y a quand même le dernier sujet qui va rester, c'est avec quels moyens humains et avec quelle ingénierie on va traiter un sujet aussi complexe que celui-là. Merci de ces points, effectivement, aussi du rappel de ce rôle de relation entre la collectivité et le citoyen à travers le service public. Ça, c'est aussi un des pans. Ce n'est pas que faire service, mais c'est aussi faire relation entre le citoyen et l'acteur public dans un cadre d'une demande, d'un besoin, etc. Mais c'est souvent quelque chose aussi qui est relevé par un certain nombre d'élus au sein de la commission, de dire qu'il y a un enjeu démocratique à garder ce dialogue direct au-delà de la question de l'efficacité par ailleurs. Peut-être pour compléter, Émilie, sur la perception en tant que cadre dirigeant, la manière dont peut-être aussi on peut se questionner sur la promesse qui est faite aussi de simplification administrative. Vous l'avez un petit peu souligné tout à l'heure. Est-ce que le fait de traiter de manière automatique ne va pas un peu cacher la forêt et réencourager cette forêt-là? Enfin, peut-être 2-3 réflexions là-dessus. Oui, parce que quand je vous écoute et quand je nous écoute, je suis plutôt rassurée. Mais quand je regarde le panorama global des organisations publiques, des acteurs publics, des agents publics, des décideurs publics, je m'interroge un peu plus. Parce que là, on est sur une avant-garde qui s'est intéressée au sujet, l'a travaillé pendant des années, l'a réfléchi, y compris d'un point de vue philosophique, politique, éthique. Sauf que ce n'est quand même pas le cas dans la très grande majorité des administrations dans lesquelles se développent aujourd'hui ces outils et ces usages-là. Donc je pense qu'on a vraiment intérêt à nouer un dialogue au sein de nos administrations et avec les usagers sur déjà le recours à la technologie. Parce que si la technologie n'est pas neutre, le fait de recourir à la technologie n'est pas neutre. Et ça cache aussi des impensés. Donc tant mieux si l'IA nous permet justement de créer ces débats-là qu'on n'avait plus, finalement, par forme d'automatisme, de dépendance au sentier dans l'action publique, parce qu'on a vu, par exemple, on a fait une étude sur l'impact de la fermeture des services publics dans les territoires ruraux à l'aune du genre, par exemple, et on s'est rendu compte que finalement, en fermant des guichets, en fermant des administrations, ça avait surtout impacté la vie des femmes, l'émancipation, la vie économique, la vie professionnelle, la vie privée des femmes. Et ça a été un impensé total dans l'action publique. Donc imaginez si après on recourt à l'intelligence artificielle en ayant cet impensé-là, forcément on va vers ce que certains ont dit, quelque chose de catastrophique. C'est souvent revenu, ce mot quand même de catastrophe, quand on a sondé les agents et les usagers à propos de l'intelligence artificielle. Et on voit qu'aujourd'hui, on questionne aussi la place de la technologie dans nos vies. Il y a un débat récent sur la place des écrans dans nos vies, pour les enfants, mais aussi pour les adultes. Et bien évidemment, ça vient interférer avec cette question de l'utilisation de la technologie dans la relation entre les administrations et les usagers, parce que ça change profondément la nature de la relation. Et on sait très bien qu'effectivement, ceux qui vont absorber le choc, ça va être les agents de première ligne, ça va être les élus locaux. On voit aussi qu'il y a de plus en plus de la violence envers les agents, envers les élus locaux, envers les représentants des institutions. Et donc, on doit bien évidemment intégrer ces sujets-là et intégrer la question de savoir est-ce qu'en tant qu'acteur public, on doit participer de cette accélération du monde, de cette numérisation du monde, ou est-ce qu'on doit aussi proposer une autre vision de la société, des liens en réel, et pas uniquement pour ceux qui ne veulent pas recourir à la technologie ou qui n'ont pas la possibilité d'y recourir. Moi, je me rends compte quand je suis en relation avec la Poste ou avec d'autres services publics, de plus en plus, en fait, les agents de guichet en viennent à être étonnés que je préfère passer par le guichet plutôt que par l'automate qui est proposé dans la même pièce.
mais parce que pour moi, ce n'est pas du tout la même expérience. Alors peut-être que je suis déjà d'une autre génération qui a connu autre chose, et peut-être que j'ai un rapport au service public qui est particulier, mais ça change, je pense, profondément la nature du lien qu'on a à l'espace commun et du consentement à l'impôt aussi. Aujourd'hui, ça devient quand même un sujet. Et donc, je me dis qu'à travers cette intelligence artificielle qui vient nous bousculer, qui vient bousculer les rapports de force, on va peut-être réussir à avoir ces débats-là. Mais j'aurais aussi un point de vigilance qu'on n'a peut-être pas forcément évoqué aujourd'hui, c'est la question de la souveraineté et de la capacité à garder le contrôle en tant qu'acteur public sur ces technologies-là, parce qu'il y a des géants du numérique qui produisent des technologies qui sont extrêmement bien faites, qui mettent beaucoup d'argent. Il faut savoir combien on est prêt à y mettre, nous aussi. Et puis aussi, on a une problématique d'attractivité aujourd'hui dans le secteur public sur l'ensemble des métiers, mais encore plus sur les métiers du numérique. Et donc, si on n'est pas prêt à offrir les conditions pour que des personnes aient envie d'investir le service public, aussi bien en termes de sens d'émission, d'intérêt d'émission, de conditions de travail et de rémunération, on risque là aussi de perdre le contrôle à travers la technologie. Merci de ce point. On a pris un petit peu de retard sur la table ronde, j'en suis consciente et je vous prie de m'en excuser, mais vous n'êtes pas complètement mort de faim. Et si quelqu'un, l'un ou l'autre, voulait réagir, on a aussi la possibilité de faire passer des micros et on sera ravis de vous entendre. Donc on a une réaction ici. Voilà, madame arrive. La règle du jeu, c'est que vous nous dites simplement qui vous êtes et on vous écoute. Bonjour, Frédéric Nicolas, métropole de Montpellier. Moi, j'ai une question d'ordre plus général. Je voulais la poser tout à l'heure à la keynote à M. Ganassia. C'était à propos... Il y a des études depuis une vingtaine d'années qui montrent que l'intelligence humaine est en baisse, en fait. Alors, je ne sais pas si c'est corrélé avec l'abus de médias sociaux, l'abus de médias numériques. Mais demain, avec la démocratisation de l'IA et la profusion des outils qu'on va nous mettre à disposition, que vont devenir en fait nos capacités intellectuelles et surtout créatives? Et il n'y a pas un risque aussi d'une perte de nos expertises au sein de nos services qui pourrait être, entre guillemets, siphonnée par l'intelligence artificielle? D'accord. Donc, question sur notre capacité créative et puis le risque peut-être de perte. Oui, que vont devenir en fait nos capacités intellectuelles et créatives, et surtout celles de nos enfants, en fait. D'accord. Question, est-ce qu'il y a d'autres questions? On peut peut-être prendre 2-3 questions puis faire un tour de réponse. Donc, il y a une question de l'autre côté. Voilà, ça arrive. Bonjour, Didier Testelin, DSI de la ville de Vincennes. Je vous remercie pour vos interventions. En tant que DSI, forcément, on est bousculé aussi par ça. Nous, on a une commande politique aujourd'hui. En gros, c'est de se dire, l'IA est là. Qu'est-ce que vous faites, quoi. Et moi, en fait, la réflexion, c'est aussi de se dire que... On a l'impression, quand on vous écoute, que voilà, il y a une nouvelle technologie qui arrive et les agents en fait vont avoir en fait ce chapeau de plomb en fait qui est là. Et moi en fait, en tant que DSI, ce que je vois aujourd'hui, c'est que les outils en fait informatiques que l'on met à disposition des agents, on se retrouve aujourd'hui avec des agents qui sont pas dépassés, mais en tout cas, ils doivent gérer 4 ou 5 outils. Et pour moi, l'IA, c'est aussi de se dire finalement comment on facilite la vie de l'agent, quoi. Parce que on a en fait un surplus finalement, et je ne suis pas le dernier à mettre en place des outils puisque c'est notre boulot au niveau de la DSI, mais en tout cas, c'est effectivement comment en fait on met en place d'autres outils comme ça. En tout cas, je rebondis sur la dernière intervention. C'est vrai que nous, après, les contraintes que l'on peut avoir là-dedans, c'est comment on met en place des nouveaux outils de l'IA, en fait, potentiellement, et avec les bons cas d'usage, voir, en fait, qu'est-ce que l'on peut vraiment apporter, mais tout en respectant, justement, que ça apporte, il y a une vraie valeur ajoutée vis-à-vis de l'agent, que c'est bien l'agent qui va
cliquer à la fin, en fait, pour dire, effectivement, c'est moi qui apporte la réponse. Et après, c'est aussi naviguer en fait, dans cette souveraineté. Parce qu'aujourd'hui, les IA et les biais, par exemple, sont américains, quoi. Enfin, les IA sont américains, donc du coup, il y a Mistral, etc. Mais en tout cas, pour la France, mais voilà, on voit bien qu'en tant que DSI, on va naviguer aussi dans ces notions-là sur comment on facilite la vie de l'agent et qu'est-ce qu'on apporte sur une IA éthique, sur ce qui est apporté là, pour que justement on n'aille pas non plus mettre des données en fait des usagers, parce que là ils vont nous poser des questions. Où mettez-vous en fait nos données? Et là effectivement il faudra aussi savoir répondre, quoi. Merci de cette question extrêmement complète qui rebalaye tout ce qu'on s'est dit un peu. Hein. On va se dire, oui, mais moi maintenant, au quotidien, comment je fais? Alors, deux questions un petit peu sur des angles assez différents, puis je vous propose que ces réponses servent aussi de conclusion à cette table ronde, parce qu'il faut bien qu'on s'arrête. C'est frustrant, mais on aura vraiment le temps d'en reparler. Hein. C'est clair que c'est pas la dernière fois qu'on en parle. Alors, 2 points sur la première question. C'est un vieux débat. Hein. Est-ce que l'intelligence humaine augmente ou est-ce qu'elle diminue? C'est difficile à mesurer. Alors, l'une des façons, c'était de faire, au moment du service militaire, on faisait passer des tests de QI. Alors, si tant est que le QI soit pertinent, parce que le QI, c'est une moyenne, c'est tout à fait discutable, hein, et l'évolution montre qu'on n'est pas formé de la même façon, et donc on n'est pas égal. Enfin, les tests de QI ne sont pas égaux. Mais on a remarqué, c'est ce qu'on appelle l'effet Flynn, que pendant très longtemps, il y avait une augmentation des capacités cognitives, parce qu'il y avait en statistique sur toute la population, parce qu'il y avait plus de personnes éduquées. Et maintenant, depuis quelques années, il y a un certain nombre d'études qui tendraient à montrer qu'il y a une stagnation des capacités cognitives. C'est en particulier dans les pays nordiques. Hein, c'est la fin de l'effet. Ça s'appelait l'effet Flynn, hein, l'augmentation des capacités cognitives. Donc effectivement, on peut être inquiet. Et puis, bien sûr, on nourrit de plus en plus d'inquiétudes vis-à-vis de ces nouveaux outils qui, peut-être, nous déshabitueront, de même qu'avec les calculettes, le calcul mental a en grande partie disparu. Quand on va à la boulangerie, on s'en rend compte. Et de même, on peut craindre, et alors là c'est beaucoup plus embêtant, qu'avec les générateurs automatiques de texte, les jeunes générations n'apprennent plus à écrire, qu'elles ne sachent plus faire un premier jet seules. Au fond, avec ces générateurs, l'angoisse de la page blanche disparaît, hein, mais peut-être que l'angoisse de la page blanche est extrêmement utile pour apprendre à écrire. Donc oui, ce sont des enjeux majeurs pour le futur, et pour l'instant, malheureusement, je n'ai pas de solution à vous proposer, hein, mais je crois qu'il faudra discuter de ça. Je voudrais juste dire un tout petit peu point sur la deuxième question, pas voilà, mais dans le travail qu'on avait fait il y a quelque temps sur la reconnaissance faciale, posturale et comportementale dans le cadre du comité pilote d'éthique du numérique, on avait beaucoup réfléchi à une démarche rationnelle qui était fondée sur des expérimentations, ce qui rejoint un tout petit peu ce qu'a dit Stanislas Guerini au début. Ouais, je crois que ça c'est vraiment important. Mais justement, ce terme d'expérimentation peut avoir un double sens. Et c'est pour ça que je voulais me permettre de dire 2 mots là-dessus. Il ne faut pas confondre entre l'expérimentation au sens scientifique. L'expérimentation, vous savez que ça vient de péril. C'est-à-dire qu'on fait une hypothèse et ensuite on va essayer de la valider avec des observations. Et je crois que c'est extrêmement important que dans le service public, vous dites, voilà, tel système, il est fait pour accomplir telle tâche. Est-ce que ça va bien correspondre à l'hypothèse qu'on a faite? Et puis il y a un deuxième sens d'expérimentation, c'est le fait qu'on met un dispositif pour voir s'il y a bien une habituation des utilisateurs, et à ce moment ça a un sens complètement différent. Et ce qui est important, moi je crois, c'est l'expérimentation au premier sens, au sens scientifique. Au deuxième sens, ça pose plus de problèmes, c'est-à-dire qu'on va vous mettre le système dans le service public et puis bon, vous allez râler, puis vous allez l'utiliser après, et ben on va vous le laisser parce que au fond vous aviez l'habitude de l'utiliser. Et donc je crois que c'est vraiment de ça dont il faut que vous vous méfiez peut-être un tout petit peu. Merci de ce point. On va du coup faire un petit mot de conclusion de chacun et en réponse voilà, aussi peut-être aux interpellations. Oui, mais je rebondis simplement sur la notion d'intelligence.
ça nous invite aussi à questionner de ce qu'on entend par intelligence. Est-ce qu'on parle d'intelligence situationnelle, émotionnelle, de créativité, de capacité d'empathie, à se mettre en relation avec les autres? Et donc là aussi, l'intelligence artificielle, elle peut permettre de se re-questionner sur qu'est-ce qu'on attend d'un service public, des agents publics, et peut-être que ça va permettre de réinvestir et de développer aussi ces parties de l'intelligence-là qui ont été jusqu'à présent peu valorisées, sont aussi détenues par des agents de terrain qui, tout à l'heure, on évoquait les secrétaires de mairie, c'est ce qu'elles utilisent au quotidien, et peut-être que demain, ça permettra aussi une meilleure reconnaissance de ces métiers-là, une valorisation financière, et d'améliorer aussi l'attractivité des services publics. Yann ? Je ne vais pas venir en réponse forcément là-dessus, sur aussi c'est le mot de conclusion, mais c'est vrai que le moment, il est plutôt opportun pour se dire que le travail de régulation, en fait, le citoyen attend de l'État, une fonction régalienne et une fonction de régulation. C'est-à-dire que si on arrive à l'échelle européenne qu'à l'échelle nationale de produire des lois et créer de la norme ou de la règle, c'est parce qu'en fait, il y a un besoin de protection. En fait, les gens demandent à ce que leurs droits, les droits fondamentaux de notre société aujourd'hui soient protégés. Et donc, effectivement, je suis assez d'accord sur le fait que l'IA aujourd'hui, elle vient reposer un sujet assez intéressant de c'est quoi la place des outils numériques, est-ce que les outils numériques font préemption de la norme, et finalement de replacer les collectivités territoriales, finalement la force publique dans le débat public, le débat politique, comme un sujet majeur, et peut-être de réaffirmer derrière la place des collectivités territoriales et la place des politiques publiques dans le rapport aux citoyens et dans le contrat social qui nous lie aujourd'hui pour encore un paquet de temps. Donc, il y a sûrement peut-être une opportunité avec des arbitrages des priorités qu'il faudrait faire. Il faudra peut-être dire non à certains endroits, mais peut-être que le non qu'on va donner ou les règles de conditionnalité, elles vont aussi pouvoir par ailleurs rassurer et renvoyer des messages positifs aux citoyens sur le fait qu'on est attentif aux droits fondamentaux et à ce qui fait le pacte social. Merci. Swazik. Peut-être en rebond sur la deuxième question à propos des besoins des agents et puis une réflexion générale. Moi, je trouve que, alors c'est me tirer une balle dans le pied parce qu'on l'a dit, je suis consultante et chercheuse en politique publique de l'IA, mais en fait, on ne parle jamais que de numérique ou que d'intelligence artificielle. On parle toujours soit de politique publique sectorielle, soit des besoins des agents publics. Et en fait, je pense qu'il y a aussi un piège à chercher des cas d'usage et à se dire, et je sais que c'est une injonction politique et que c'est pas forcément des choses auxquelles on peut résister, mais en fait, en cherchant des problèmes auxquels on voudrait apporter la solution de l'IA, on risque de passer à côté des vrais besoins et des vrais problèmes que les collectivités essayent de résoudre avec plus ou moins de moyens, et souvent moins de moyens que plus. Et du coup, peut-être j'ouvre sur une question qui est comment est-ce qu'on arrive à décentrer le numérique de nos discussions sur le numérique et à recentrer les politiques publiques qu'on essaye de mettre en œuvre, les besoins des agents aussi auxquels on essaye de répondre, et peut-être comment on arrive à mieux impliquer ces personnes non seulement dans la définition de grandes lignes directrices, mais aussi dans les décisions autour des projets qu'on veut vraiment mener. Merci. Et un mot de conclusion avec toi. Oui, il y a environ une dizaine d'années après l'arrivée du smartphone, on a eu cette période pendant 5 ou 6 ans où les citoyennes et citoyens avaient un meilleur équipement, un meilleur usage que ce qu'on leur offrait dans leur lieu de travail, aussi bien dans les administrations et dans les entreprises. Je ne sais pas si vous voyez à quoi je fais référence. Ça a duré 5, 6, 7 ans. D'ailleurs, il y avait un nom qui avait été donné à ça et ça s'est un petit peu amélioré depuis. Là, au moment où on se parle, il y a déjà beaucoup d'agents publics qui achètent la version payante de ChatGPT et qui font leur travail grâce à ça. Enfin, moi, je vais faire une grosse alerte. Je trouve qu'on a des discussions un peu... on met l'IA comme si c'était à l'extérieur, parfois le numérique. La réalité est celle-ci, c'est pour ça que je fais le parallèle avec ce qui s'est passé il y a 7 ou 8 ans, et c'est parti. C'est-à-dire qu'il y a déjà tout un travail administratif qui est fait en utilisant, par exemple, l'IA générative, sans forcément que ça se sache. Et donc, il faut le regarder en face, il faut le prendre en compte. Et donc, ça reboucle pour moi avec la question de la conférence. Et puis, une autre alerte aussi... attention au prisme usager. Donc, dans l'expérience que j'ai eue, j'ai vu beaucoup de ratages, d'énormes erreurs stratégiques et techniques parce qu'on réduisait l'enjeu du service public au contact avec l'usager. C'est extrêmement important, mais il y a une grosse partie du service public, territorial, national, qui n'est pas le contact avec l'usager et qui est extrêmement important. C'est un angle mort et qui est très, très exposé au sujet
qu'on est en train d'évoquer, et au sein duquel on retrouve d'ailleurs beaucoup de personnes qui font déjà un usage, entre autres, de ChatGPT. Donc par rapport à cette vision-là, j'ai une sorte un peu de rêve. On est dans un état de droit. Pour moi, le service public à l'heure de l'IA, il doit devenir une sorte de refuge. Donc vous l'avez vu, ChatGPT, 100 millions de nouveaux utilisateurs en janvier 2003. C'est la première fois que ça existe dans l'histoire de l'humanité, des technologies. Il n'y avait jamais eu autant de nouveaux utilisateurs en seulement 4 semaines. Le coup est parti, donc les acteurs privés s'en emparent. Il y a des flux de capitaux qui sont juste monstrueux. Donc voilà, donc toute une série d'accès à nos services du quotidien sont faits comme ça. Donc on ne va pas pouvoir tout contrôler. En revanche, dans le service public, avec les règles qu'on s'applique à nous-mêmes, qu'on soit en collectivité, à l'État, à l'hôpital ou ailleurs, il y a moyen d'en faire un lieu où la façon dont l'IA sera utilisée sera gage d'explicabilité, de maîtrise du coût environnemental, et puis d'une certaine forme d'exigence que d'autres ne se posent pas. Et je terminerai par une qui me tient beaucoup à cœur, qui est la place des femmes dans la technologie, parce que les chiffres en France sont catastrophiques. Donc on a un peu la moitié de l'humanité qui est en train d'être sortie de tout ce sujet-là. Alors heureusement, la table ronde, elle n'est pas représentative de ça, mais voilà, donc, il faut que le service public s'applique à lui-même, soit beaucoup plus exigeant pour devenir, pour les citoyennes et les citoyens, une forme de refuge. C'est-à-dire qu'en allant, entre guillemets, mobiliser un service public, eh ben, je sais que la façon dont l'IA aura été utilisée aura respecté toute une série de garde-fous qui ne le seront pas dans le reste de ma vie quotidienne, où je vais quand même consommer ces services-là. Et je pense que c'est un enjeu très important. Et j'insiste, en tout cas, c'est très personnel, mais je vous répercute des échanges que j'ai avec des personnes qui font le même travail que moi dans d'autres organisations publiques. Voilà, le coup est parti, quoi. Vous voyez, c'est là. Et donc, il faut que très vite, on s'organise aussi en tant que manager pour créer une maîtrise de tout cela. Merci beaucoup pour votre partage, votre expertise. Je pense qu'on peut applaudir notre panel d'intervenants.